par l'histoire. En général, quand on voit qu'il y a une contradiction entre une théorie physique et des faits, on a tendance à dire que ce sont les faits qui, par essence, ont toujours raison. Et donc, s'il y a une contradiction entre la théorie et les faits, c'est que la théorie est fausse. Et ça, c'est une idée dangereuse. Un philosophe des sciences que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexandre Koyré, disait le pari de la physique moderne, c'est celle qui commence avec Galilée, c'est d'expliquer le réel empirique par l'impossible. Le but, c'est d'expliquer ce qui nous entoure, les phénomènes auxquels nous assistons, à partir de lois physiques, dont l'énoncé, lorsqu'on l'entend pour la première fois, nous semble absurde. Et l'exemple que donne Koyré, c'est celui de la chute des corps. Si vous faites des expériences de chute des corps, en prenant des corps massifs et d'autres moins massifs, que vous laissez tomber en même temps, vous verrez bien que les corps les plus massifs touchent le sol avant les corps les plus légers. Et ça, on le sait depuis des millénaires. Aristote a théorisé la chose dans sa physique et a abouti à la loi selon laquelle la vitesse de chute d'un corps est d'autant plus rapide que sa masse est élevée. Et ça, c'est l'observation, qui est confirmée par l'expérience. Si vous montez au sommet de la tour de Pise, comme on dit que Galilée a fait, et qu'on fasse cette expérience en lançant tomber, par exemple, une boule de pétanque en même temps qu'une balle de tennis, eh bien on verra non pas ce que Galilée a dit, mais ce que Aristote a dit, à savoir que la boule de pétanque va toucher le sol avant la balle de tennis. Simplement, Galilée s'est posé la question de savoir si cette loi qu'on enseigne depuis des millénaires est vraie ou non. Ce qui est la bonne question. Et pour la réfuter, il n'a pas fait d'expérience, puisque en faisant l'expérience, il aurait validé la loi. Il a simplement montré que cette loi contenait une contradiction logique. Pourquoi? Parce que si vous supposez qu'Aristote a raison, à savoir que si vous lancez une bouteille d'eau en même temps qu'un verre plus léger de la même hauteur, eh bien, Aristote vous dit que c'est la bouteille qui arrive la première au sol, mais si maintenant vous faites une autre expérience dans laquelle vous prenez les deux mêmes objets en les reliant par une ficelle, par une cordelette, et que vous les laissez tomber, l'ensemble formé par les deux objets est plus lourd que la bouteille. Donc d'après Aristote, il va tomber plus rapidement que la bouteille. Mais comme le verre tombe moins vite que la bouteille, il va faire parachute, la corde va se tendre, et l'ensemble formé par les deux va tomber moins vite que la bouteille toute seule. Et donc vous avez deux contradictions, enfin deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Et la seule façon de résoudre la contradiction, c'est de dire que tous les corps tombent à la même vitesse, indépendamment de leur masse. Ce qui est contraire à l'observation. Et Galilée a dû faire un effort de persuasion très long pour convaincre les aristotéliciens que quand on fait tomber des corps autour de nous, il y a la gravité évidemment qui joue, mais il y a également la résistance de l'air, et c'est elle, et elle seule, qui crée la différence de vitesse entre les différents objets. Mais s'il n'y a que la gravité dans l'affaire, et c'est le cas lorsqu'on fait l'expérience dans le vide, ben, tous les corps tombent à la même vitesse. Et donc on a un exemple de loi qui semble contredire l'observation, alors que c'est l'observation qui, en l'occurrence, a été interprétée d'une façon naïve, et c'est les faits qui ont été critiqués en fait par la théorie. Vous pourriez penser que cette histoire que je raconte est très ancienne, mais en réalité, on continue à travailler avec cette idée. J'ai pas le temps vraiment de développer, mais cette machine dont j'ai parlé, le LHC, elle essaie de résoudre une question qui se pose depuis une quarantaine d'années concernant l'origine de la masse des particules. C'est-à-dire, voilà, d'après nos équations, d'après notre théorie, les particules ne doivent pas avoir de masse. Les équations prédisent qu'il est beaucoup plus naturel que toutes les particules soient sans masse. Or, la mesure nous dit le contraire. Elle nous dit qu'effectivement, certaines particules n'ont pas de masse, comme le photon, ou d'autres qu'on appelle les gluons, etc. Mais la plupart des autres particules, enfin toutes les autres, ont une masse non nulle. Donc là encore, il y a une contradiction entre ce que disent les équations et ce que dit la mesure ou l'observation. Et là encore, on a eu des gens qui ont dit ben, c'est la preuve que les équations sont fausses. Et un petit nombre de physiciens se sont dit mais c'est peut-être la notion de masse que nous avons mal comprise.
De la même façon qu'au temps de Galilée, on avait mal compris ce qu'on appelle une chute des corps. Et on est en train de tester l'idée que la masse des particules, en fait, ne leur appartient pas en propre. Donc que les équations ont raison, en fait, que les particules n'ont pas de masse, mais que nous avons l'impression qu'elles en ont une parce qu'elles interagissent avec le vide. Vide qui n'est pas vide, qui contient des particules qu'on appelle des bosons de Higgs. Et ce sont les interactions entre ces particules sans masse et les bosons de Higgs qui créent l'impression que nous avons que les particules sont massives.